Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue au colloque 2021 Adaptant nos pratiques à la diversité des survivantes. C'est organisé par le CALEX de l'Ouest de l'île. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, le CALEX de l'Ouest de l'île est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, ce mois-ci, on avait 6 webinaires à vous présenter de différents sujets, présentés par différentes communautés. Et aujourd'hui, c'est le dernier webinaire. Donc, j'ai très hâte. Donc, le webinaire aujourd'hui s'appelle « Soutien, accompagnement et environnement plus sécuritaire pour les personnes LGBTQIA2S+. » Alors aujourd'hui, on a l'animatrice, Yapi, et en tant que présentatrice, nous avons Mireille Saint-Pierre et Naja. Donc, habituellement, je fais la reconnaissance territoriale, mais ça sera fait par Kakun. Mais avant de passer au webinaire, je voulais quand même vous parler des personnes, parce que j'essaie toujours de faire des liens entre les peuples autochtones et tous les webinaires qu'on a pendant le mois. Donc, je vais juste prendre le temps de parler un peu des personnes bispirituelles. Donc, j'avais lu un document qui s'appelle « Une introduction à la santé des personnes bispirituelles ». C'est un document qui a été écrit par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Donc, je voulais juste vous parler un peu des personnes bispirituelles, puisque c'est peut-être quelque chose dont les personnes ne sont pas familières, comme une identité de genre que les personnes ne sont pas familières. Donc, je voulais juste vous en parler un tout petit peu. La bispiritualité, dans le fond, c'est un terme parapluie chez les peuples autochtones qui englobe un large éventail d'identités de genre et d'identités sexuelles. Et aussi, être bispirituel, c'est aussi une personne ayant deux esprits, dont l'esprit masculin et l'esprit féminin. Donc, c'est un terme qui reflète la diversité et la fluidité d'identité de genre et sexuelle des peuples autochtones. Et dans le fond, dans le passé, les personnes, et dans le passé, j'imagine encore maintenant, les personnes bispirituelles sont des personnes hautement vénérées, respectées et valorisées par leur spiritualité chez les peuples autochtones. Donc, ils étaient des guérisseurs, des conseillers, des leaders, etc. Et dans le temps des colons, dans le fond, il y avait un terme qui était utilisé que je ne vais pas dire. Dans le fond, c'est un terme qui était homophobe et transphobe pour désigner les personnes spirituelles. Et dans le fond, on en vit encore dans une société où il y a une binarité homme-femme et on est dans une hétéronormativité. Donc, ce terme homophobe et transphobe était utilisé contre les personnes bispirituelles. Et maintenant, dans le fond, ils étaient persécutés et oppressés par les colons, tout comme les peuples autochtones en général. En ce moment, durant les dernières décennies, dernières années, les personnes spirituelles essaient de réapproprier leur identité de genre. Donc, je voulais juste vous parler de ça et je vais copier-coller le document que j'ai lu. Donc, Chakun est une militante panafricaniste et queer d'origine ivoirienne et une étudiante en design de mode. Ses champs d'intérêt sont principalement le développement socio-économique des communautés noires afro-descendantes par le par et le pour, l'étude des sociétés traditionnelles africaines, les réalités des personnes noires dites LGBTQ+, et la déconstruction des paradigmes LGBTQ développés dans une compréhension occidentale. Ses recherches sont inscrites dans des perspectives féministes intersectionnelles, décoloniales et panafricaines. Ses nombreux champs d'intérêt, dont mode, musique, littérature, poésie, art visuel, etc., lui permettent régulièrement de côtoyer les scènes artistiques afrodescendantes et queer montréalaises. Donc, merci beaucoup d'être ici présente, Chakun. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Tara pour cette introduction. Puis merci de m'avoir
invité à faire partie de cette conversation qui va vraiment être très intéressante. Écoutez, avant de continuer, je vais faire une reconnaissance du territoire parce que c'est important, hein, justement, de savoir puis de reconnaître où on est puis de reconnaître l'espace qu'on prend. Donc, cet événement prend place en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ghanaienne excusez-moi, Ghanaienne Gehaka comme gardienne des terres et des eaux que nous occupons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous reconnaissons également le racisme et les injustices auxquelles font face les Premières Nations sur leur propre terre et nous vous invitons à en apprendre davantage sur l'impact continu de cette colonisation des peuples autochtones de l'île de la Tortue, connue sous son nom colonial de Canada. Enfin, nous reconnaissons que des milliers de personnes afrodescendantes ont été mises en esclavage, déplacées et policées sur ce même territoire. En effet, la présence des communautés noires canadiennes est directement liée aux logiques capitalistes et suprémacistes blanches qui ont motivé la colonisation américaine et caribéenne par les peuples européens, la mise en esclavage des peuples afrodescendants par les peuples européens, afin de construire sur les terres qu'elles avaient volées. De même que la colonisation et néocolonisation continue des terres et du continent africain. Nous vous invitons également à vous renseigner sur ce pan de l'histoire et de l'actualité canadienne et québécoise. Donc, maintenant que nous avons reconnu le territoire que nous occupons, que nous avons également reconnu l'espace que nous occupons, hein, parce qu'il y a des dynamiques qui viennent avec nous étant là. On va continuer. En fait, je vais vous présenter les panélistes qui vont faire cette conversation. Premièrement, en fait, je vais vous présenter Naja. Naja, qui est une artiste multidisciplinaire et intervenante sociale qui travaille présentement dans le secteur communautaire. Ses projets des dernières années consistent à rendre des programmes de mentorat d'art plus accessibles et créer des espaces de discussion pour les jeunes LGBTQIA2S+. Je vais également la laisser parler d'un de ses projets, 2-3 minutes d'un projet en ce moment sur lesquels elle travaille. Allô tout le monde. Ouais, je voulais juste introduire un projet, le dernier projet que j'ai réalisé dans le fond avec mon ami et collègue Noka. Et puis, c'est un projet qui s'appelait Line Up. Puis, dans le fond, c'est un projet pour les adolescents noirs, autochtones et racisés, donc entre l'âge de comme 14 et 20 ans. Puis, c'est un projet où, dans le fond, ces jeunes-là ont été mis en contact avec 2 mentors qui sont déjà dans le monde de la BD. Puis, ensemble, ils ont créé leur première BD, donc une page. Puis, ils ont appris... dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est, on leur a fourni des tablettes graphiques, des ordinateurs s'ils avaient besoin. On leur a donné des cartes cadeaux Uber Eats parce qu'évidemment, c'est comme un peu la façon la plus sécuritaire de nourrir les participants et tout ça. Puis, on leur a donné aussi un programme de graphisme. Puis, ensemble, ils ont comme appris à, c'est ça, faire leur première BD. Puis moi, c'est un peu comme ce genre de projet que j'aime faire dans le cadre de la justice transformatrice. J'aime faire ça à travers l'art et les hobbies parce que souvent dans le passé, quand je faisais ce genre de projet, il y avait comme un axe de « Ah, OK, on va faire un groupe de discussion, on va parler de nos oppressions et tout ça. » Mais ce qu'on réalise rapidement, c'est que surtout les jeunes, dans n'importe quel contexte où ils et elles sont, il va y avoir des moments où ils vont parler de leur oppression. Donc, c'est pas nécessairement de faire des espaces où où on est comme dans une bulle et on parle d'oppression. Bien sûr, ça peut aider, ça peut être thérapeutique, mais surtout, par exemple, un sujet comme la BD où le colorisme est un enjeu qui est répandu dans le monde de la BD, c'était comme une opportunité pour ces personnes-là de justement apprendre à dessiner des personnages qui
qui les représentent, qui ont l'air d'eux-mêmes, qui ont la peau foncée, etc., puis le faire de manière bien, de le faire de manière réaliste et pas de le faire de manière caricature ou raciste et tout ça. Donc, ouais, ça, c'était mon dernier projet. Puis, à part de ça, je vais partager un lien maintenant dans la section commentaires parce que puisqu'on a une conversation aujourd'hui, puis surtout que, tu sais, on est dans un moment où c'est un peu difficile de se concentrer, où moi, Mireille et Chiakun, il y a peut-être des trucs qui vont nous glisser de la tête. C'est bien d'avoir des documents en annexe. Donc, une de mes sources, elle est en anglais, mais ça s'appelle un guide pour rendre les refuges plus sécuritaires pour les personnes trans. C'est un très beau document, c'est très bien fait, puis ça adresse beaucoup d'enjeux. Donc, je vais mettre ça dans les commentaires maintenant. Puis, j'encourage tout le monde à comme cliquer le lien, le mettre dans vos favoris, puis le regarder plus tard, un autre jour ou après la rencontre. Parce que souvent, ça prend un peu de temps pour comment dire, enregistrer la nouvelle information. Donc, puis j'ai vraiment aimé ce document quand je faisais mes recherches pour ce panel. Donc, voilà, merci. Merci, Naja. Donc, notre deuxième panéliste aujourd'hui, ça va être Mireille Saint-Pierre, donc, qui est une coordonnatrice des services et de l'intervention clinique à l'organisme communautaire Interligne. Diplômée de l'UQAM en sexologie depuis 2011, elle a poursuivi aux études supérieures et s'est intéressée à la violence en contexte intime et amoureux et à la représentation de la sexualité des femmes dans les médias. Je vais également la laisser présenter un peu plus Interligne. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Interligne, que vous connaissez peut-être sous le nom de Gay Écoute, a changé de nom, ça fait 3 ans. Donc, on est un organisme qui répond, en fait, pas qui répond, mais qui s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Bon, notre service phare est notre ligne d'écoute, mais dans les dernières années, on a développé des nouveaux projets qui sont majoritairement par et pour concernant les violences vécues par les communautés LGBTQ+, et les violences faites par les communautés LGBTQ+, donc les violences intercommunautés. Et entre autres, notre projet Alix, qui est une plateforme disponible en ligne, alix.interligne.co, où les gens peuvent venir de façon anonyme et confidentielle déclarer une situation de violence qu'elles ont vécue. Et l'idée, en fait, c'est qu'on souhaite vraiment représenter les violences en ce moment sur le territoire parce que ce sont des violences qui sont vraiment très invisibilisées et de leur donner une visibilité autre que par la recherche scientifique également. Donc, que les gens puissent vraiment le faire de façon complètement décomplexée, en fait, là, que ce soit vraiment parce qu'ils ont envie de nommer, d'exprimer et d'expliquer ce qu'elles ont vécu. La plateforme est en développement aussi. L'idée, c'est, grâce à ces données-là, de pouvoir créer des outils qui sont spécifiques et qui peuvent vraiment aider les personnes qui font de l'intervention, mais aussi les proches de personnes qui vivent des violences, à offrir une forme de soutien et aussi à aider un peu le support que les communautés peuvent s'offrir entre elles. Et on a aussi, en fait, continué le projet Lexic 2, qui est un laboratoire des expériences en violence sexuelle, qui a démarré qui a été démarré, en fait, par une association scolaire au Cégep de Sherbrooke et qui vise vraiment à essayer de créer une concertation entre les organismes, en fait, toutes les institutions qui offrent des services aux personnes qui sont survivantes de violences sexuelles et les organismes qui offrent des services aux communautés LGBTQ+, vraiment pour faciliter la concertation, mais aussi donner des outils pour vraiment améliorer les différentes pratiques. Donc, outre notre présence ici aujourd'hui, il y a des outils qui vont également être disponibles dans l'année 2021 et qui pourraient, comme le document que Naja a partagé, vous aider à aller plus loin aussi dans vos réflexions et à garder une certaine partie visuellement de ce qui va être dit ici aujourd'hui. Donc voilà, merci Chiakun. En fait, donc, la conversation va être en 3 parties. On va d'abord parler des portraits de services. En fait, on va faire un bref portrait. Mireille va nous faire un bref portrait, en fait, des services, des interventions
puis de l'accompagnement offert aux survivants. Puis en fait, également plus autour de ce qui se fait dans le milieu LGBTQ particulièrement. Par la suite, on va parler un peu plus des enjeux, en fait, des limites puis des obstacles, en fait, pour les personnes LGBTQ d'aller chercher ces services. Puis, on va terminer avec une réflexion, en fait, autour justement de meilleures pratiques concrètes à appliquer dès maintenant dans l'offre de services dans les interventions. Donc, Mireille, en fait, si tu peux justement en fait, nous faire un petit portrait, nous faire une petite présentation par rapport aux services qui sont disponibles, puis ce qui se fait déjà justement dans le milieu LGBTQ pour les personnes LGBTQ. Oui, tout à fait. Et évidemment, ce ne sera pas un portrait exhaustif parce que je pense qu'il y a des projets qui sont en ce moment en train d'être mis sur pied, entre autres le Conseil québécois LGBT qui est sur un projet pour justement l'aide et le support aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles, personnes LGBTQ+, qui ont vécu des violences sexuelles. Et Naja, si jamais tu veux compléter aussi ce que j'ai à dire, n'hésite pas. Mais avant vraiment de faire un portrait, je pense qu'il y a quelque chose, il y a certaines petites choses qui sont quand même importantes de nommer en lien avec des services offerts aux personnes survivantes LGBTQ+. C'est que il n'y a rien, en fait, en ce moment, il n'y a rien qui est fait qui est vraiment spécifique, outre certains projets par quelques organismes qui est vraiment des services dédiés spécifiquement aux personnes ayant vécu des violences sexuelles LGBTQ+. Donc, il y a certains organismes, par exemple, qui œuvrent auprès des communautés trans, qui vont avoir des petits projets ici et là. Il y a certains petits financements qui offrent des projets de recherche, par exemple, pour aller chercher de l'information, ou qui vont soutenir des organismes qui vont, par exemple, créer des groupes de discussion, ou bien une certaine forme d'accompagnement et de suivi. Mais vraiment un service à long terme, en ce moment, ce n'est pas existant et c'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a beaucoup de suivi de militantisme qui se fait pour que ce soit toutes les personnes qui interviennent, autant auprès de personnes survivantes que de personnes LGBTQ+, pour que tout le monde soit formé, en fait. Donc, qu'il n'y ait pas, en fait, qu'on ne crée pas un seul point de service qui devrait s'occuper absolument de toutes les personnes survivantes, mais bien que ces points de service-là soient disponibles absolument partout parce que des gens seraient formés pour ça. Et pourquoi c'est aussi important? Il faut savoir que les personnes LGBTQ+, et les personnes BIPOC aussi, donc les personnes bispirituelles, noires, brunes et personnes de couleur sont surreprésentées dans les personnes qui vivent des violences sexuelles. Et donc, c'est ironique. En fait, c'est habituel pour les personnes qui travaillent dans les communautés de voir ça, mais donc ce sont des personnes qui ont davantage besoin de services et qui ne les trouvent pas, ou que les services n'existent pas ou qui sont sous-financés, en fait. Donc, le fait de comprendre que ce sont des populations qui sont surreprésentées, ça nous amène aussi à se pencher sur pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment répondre à leurs besoins et surtout adapter les services qui sont déjà existants aux besoins des personnes LGBTQ+. En ce moment, un constat qu'on voit, et ça, ce n'est pas seulement en violence sexuelle, c'est en violence générale, mais en fait, les communautés marginalisées en général vont avoir davantage tendance à aller chercher des services auprès d'organismes de leur communauté. Donc, par exemple, personnes lesbiennes vont chercher davantage à aller à un organisme qui s'adresse à elles plutôt qu'à leurs besoins. Et c'est, en fait, c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui vont vivre multiples oppressions et ils vont aller vers des services qui n'ont pas nécessairement
quelque chose qui sont spécialisés. Hey, je vais prendre juste une seconde, là, je me sens un petit peu nerveuse, puis ça a un petit peu mêlé mon train de pensée. Donc, je reprends. Comme je disais, les personnes vont aller vers des ressources qui sont qui visent davantage leur communauté plutôt que la problématique qu'elles vont vivre. Donc, elles vont se retrouver pour la plupart dans un organisme qui vont leur offrir l'accueil dont elles ont besoin, ça va vraiment diminuer aussi la possibilité de revivre une forme de violence ou une forme de traumatisme par rapport à leur identité. Donc, ils vont tenter d'éviter ça le plus possible, donc de ne pas nécessairement avoir à faire un coming out parce que elles se sentent en sécurité dans les endroits où ils vont aller. En fait, je crois que le besoin derrière ça, c'est en fait de se sentir en sécurité avant tout dans un endroit où on va au moins ne pas vivre de violence ou on va en voir beaucoup moins en fonction de son identité. Par contre, ce sont des organismes qui, malgré tous les efforts qu'on peut faire, et là, j'inclus Interligne là-dedans, qui ne sont pas spécialisés dans les problématiques que ces personnes-là vont vivre, entre autres la violence sexuelle. Donc, on va répondre à un certain besoin de sécurité, mais on ne répondra pas nécessairement aux besoins liés avec la problématique. Et donc, on ne pourra pas faire, parfois, c'est parce que l'organisme, par exemple, ne fait pas de suivi, ou bien ce sont des organismes qui sont généralistes comme le nôtre. On offre une ligne d'écoute, mais on ne peut pas offrir de groupe de soutien. Ou, par exemple, si je pense à l'ASTEC, qui est un organisme par et pour personnes trans, c'est beaucoup du bénévolat. Donc, les personnes vont être moins disponibles versus nous, 24 heures sur 24, mais pas spécialisés. Donc, on se retrouve vraiment souvent à avoir des services qui sont incomplets et aussi où le financement fait que la collaboration entre les services sont extrêmement difficiles. Généralement, en fait, quand on se retrouve un service pour les communautés LGBTQ+, ou personnes racisées, va se retrouver avec quelqu'un qui a vraiment besoin d'un soutien par rapport à sa situation, mais c'est difficile pour nous de faire une certaine forme de référence parce qu'on ne saura jamais, en fait, si l'endroit où on va envoyer la personne est réellement sécuritaire pour elle. Donc, des fois, on a entre nous quelques banques là, de référencement où on sait que c'est possible. Et quand on fait, par exemple, des vérifications ou quand on parle en général de faire l'intervention auprès de personnes marginalisées, on va entendre les services qui vont répondre « Ah ben oui, nous, tu sais, vous savez, on est un organisme pour toutes les femmes qui vivent des violences. Donc oui, on reçoit les femmes trans comme on recevrait n'importe quelle autre femme ou on reçoit les femmes lesbiennes comme on recevrait n'importe quelle autre femme. » Ce qui, généralement, vient d'une bonne intention, mais il faut comprendre que des communautés LGBTQ+, n'ont pas nécessairement besoin de recevoir exactement les mêmes services que les autres femmes. Il faut que ces services-là soient adaptés et soient même spécifiques à chacune des communautés. Donc, bien qu'on peut sentir que notre endroit, notre lieu de travail ou notre façon d'intervenir est ouverte aux autres communautés, eh bien, si elle n'est pas adaptée, ça veut dire que la personne ne recevra pas nécessairement l'aide dont elle a besoin ou l'accueil dont elle a besoin aussi. C'est aussi... Non, je vais arrêter ma pensée là parce que je pense qu'on va parler un petit peu plus tard. Si je peux vous donner des exemples de une façon d'adapter des services ou quelque chose qui peut faire justement qu'on ne sent pas qu'un service est adapté, je peux vous donner l'exemple d'Interligne. Juste le fait qu'on ait changé de nom, c'est parce que le nom Gay Écoute, puis là on parle d'un nom, on parle vraiment juste d'une façon d'aborder les différentes communautés. Le nom était exclusif, si je peux dire comme ça, c'est pas le bon terme, mais n'était pas inclusif en soi. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire sur la structure de comment on donne les services, de comment aussi on met de l'avant au lieu de simplement dire, ben oui, nous, on est ouvert à tout le monde, mais plutôt de mettre de l'avant l'effort qui est fait pour offrir nos services adaptés et spécialisés aux différentes réalités.
et aux communautés spécifiques. D'autres exemples qui pourraient être des besoins, entre autres, on parle souvent de non-mixité quand on parle de services qui sont, entre autres, donnés aux femmes en lien spécifiquement avec les violences sexuelles. Donc, la non-mixité, c'est aussi vrai pour les communautés LGBTQ+, donc de se retrouver entre personnes de différentes, entre personnes qui ont des vécus semblables par rapport à l'identité ou l'orientation sexuelle. Le besoin de se sentir en sécurité, comme je vous mentionnais, donc que dès l'accueil, dès les premiers moments, il n'y a pas de possibilité ou la possibilité est vraiment très réduite de revivre une forme de violence ou de trauma. Il y a aussi un besoin qui est relativement spécifique, c'est celui de ne pas avoir à faire de l'éducation, en fait, sur sa propre réalité à la personne qui intervient avec nous. Donc, par exemple, si on a des pronoms qui sont qu'on utilise un néopronom, par exemple, il, eul, ol, qui sont des pronoms que c'est pas tout le monde qui a nécessairement entendu, qui s'est pas nécessairement informé, et bien de se faire poser des questions sur pourquoi on choisit ce pronom-là, ou d'où vient ce pronom-là, ou juste avoir expliqué, par exemple, notre réalité, que ce soit une réalité cis, pas cis, je veux dire, les réalités qui sont non cis, donc non-binaires, et les réalités trans, d'avoir à faire de l'éducation à la personne qui intervient. Bien, c'est extrêmement fatigant. C'est aussi vraiment un frein à ce que des gens puissent vouloir venir chercher de l'aide. Donc, de mon côté, ce serait pas mal ça. Je ne sais pas, Chiakoun, si j'ai répondu à la question, si Nadja voulait rajouter quelque chose. Oui, non, mais c'est ça, ça a pas mal fait le tour. On a même commencé à répondre un peu au point suivant, donc c'est parfait. Mais effectivement, donc, comme justement, tu étais déjà en train un peu de dire, tu nommais certains obstacles, certains freins, en fait, à l'accès aux services, en fait, pour les personnes LGBTQ+. Le point suivant était les freins, notamment lorsqu'on parle, comme tu l'as nommé un peu, de la reproduction en fait des violences. Donc, lorsqu'on va chercher du support, de l'aide, la reproduction de violences, lorsqu'on parle de transphobie, racisme, de police du corps ou police du ton, de gaslight, également les violences institutionnelles, notamment lorsqu'on parle même c'est ça, de se faire outer, refus de respecter les pronoms. Lorsqu'on parle également d'enjeux d'intimité au niveau de la vie privée, au niveau de l'intimité puis de la vie privée, encore une fois lié avec l'outing, entre autres. Puis au niveau de la santé mentale. Donc, en fait, je vais vous laisser, en fait, élaborer un peu plus. Naja, j'aimerais bien t'entendre d'abord, élaborer un peu plus justement autour de ces différents freins à l'offre de service, en fait, à l'accès, en fait, aux services. Oui, donc, un point que j'aime beaucoup commencer, c'est la vie privée, l'intimité, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas seulement évidemment dans les centres, dans les refuges, mais aussi toutes nos vies, puis dans les lieux publics en général. Donc, souvent, quand on est dans un lieu public et qu'on sent qu'on n'a pas l'intimité dont on a besoin, et on peut imaginer à quel point on a besoin d'intimité, surtout après avoir vécu une agression ou après avoir vécu des violences, souvent on cherche un bouc émissaire plutôt que de viser les structures. Donc, plutôt que d'être comme... par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, puis un petit peu au Canada, moi, je voyais plus ça aux États-Unis, c'est tout l'enjeu des femmes trans dans les toilettes publiques. Moi, comment je vois cette situation, oui, bien sûr, c'est de la transphobie pure et dure, puis qu'on essaie de mettre en loi, on va dire ça comme ça. Mais je vois aussi un problème de, OK, je suis dans une toilette, il y a comme un espace en haut, il y a un espace en bas, j'entends la personne à gauche, j'entends la personne à droite, j'ai des trucs à faire et je me sens pas à l'aise. Et j'ai l'impression que chercher le bouc émissaire, surtout dans les lieux qui sont pour femmes, c'est de dire ben c'est à cause des femmes trans, les femmes trans me rendent mal à l'aise, il y a leur corps, leur whatever me rendent mal à l'aise et tout ça. Puis en fait, l'enjeu, c'est pas les femmes trans, l'enjeu, c'est le manque d'intimité, non seulement
sais, en grandissant, quand on va à l'école, les toilettes publiques, quand on se change tu sais, pour aller en gym ou en éducation physique, pardon. Puis on voit ça évidemment jusqu'à l'âge adulte où évidemment, dans les refuges, il y a la question de comme, ah, mais je sais pas si je vais être confortable avec une femme trans. Mais en fait, c'est que moi, je comprends totalement, tu sais, pour une personne qui vient de vivre une agression, de ne pas avoir envie nécessairement d'avoir une colocataire dans sa chambre, d'avoir envie d'être capable de juste comme prendre sa douche, puis de ne pas avoir le risque que personne rentre. Puis ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup les personnes trans parce que les personnes trans sont extrêmement conscients et conscientes de leur apparence physique, de la manière que le monde les perçoive, de leur anatomie, de leur biologie, de tous ces trucs-là. Et donc, un peu comme agir comme si les personnes trans étaient désillusionnées et ne savaient pas ça, mais ça va un peu à l'encontre de tout ce que les personnes trans font pour essayer de rendre les autres personnes confortables. Et ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive beaucoup. J'ai oublié de chercher la statistique, mais en fait, les personnes trans sont beaucoup plus à risque d'avoir des infections urinaires et des infections dans le bladder, dans la vessie, c'est ça, des infections dans la vessie, parce qu'en lieu public, elles ne se sentent pas à l'aise d'utiliser les toilettes publiques parce qu'elles ne veulent pas vivre de violence ou d'agression ou juste ne veulent pas rendre les autres inconfortables, ce qui est très triste à réaliser parce que, évidemment, personne ne veut devoir aller à l'hôpital parce qu'elles se retiennent toute la journée d'aller aux toilettes. Donc, moi, je parle beaucoup de l'intimité et de la vie privée parce que je pense que c'est une façon d'imaginer nos services dans le futur, d'être capable d'avoir plus d'intimité pour les personnes qui utilisent ces services-là, puis pour que ces personnes-là se sentent plus en sécurité. Je ne sais pas si je vais sauter trop. Ouais, je pense que je vais faire un parallèle justement à la question de on a peur que les femmes cisgenres ne se sentent pas à l'aise avec des femmes transgenres dans les services. En fait, je pense vraiment que c'est plutôt une question d'intimité, puis aussi ça peut être beaucoup une question de projection. Puis c'est normal de vivre des projections après avoir vécu des agressions puis de la violence. C'est juste qu'il ne faut pas encourager les gens à avoir cette mentalité que les autres personnes doivent physiquement être confortables pour nous, pour qu'on se sente en sécurité. Parce que quand on applique ça à la pilosité, à la couleur de peau, à la taille, on tombe dans des terrains très dangereux où on priorise pas mal plus les femmes blanches, cisgenres, minces, rasées, avec du maquillage et tout ça. Puis comme il faut comprendre que souvent les personnes qui finissent par accéder à ces services-là, c'est pas des personnes qui peuvent nécessairement se procurer ou veulent même se procurer du maquillage, aller se faire couper les cheveux, aller faire du laser, aller avoir des chirurgies et tout ça. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Ça devrait même pas être dans les recommandations de comment on laisse une personne accéder les services. Quelque chose que moi et Mireille, on va beaucoup répéter, j'assume, c'est que évaluer quelqu'un par son apparence physique pour voir si la personne est apte à être dans un centre ou dans un refuge de manière sécuritaire pour les autres, on doit se baser sur les attitudes. On ne doit pas se baser sur les apparences physiques. Parce que automatiquement, c'est sûr qu'on va reproduire le colorisme, c'est sûr qu'on va projeter sur les femmes à la peau foncée, les femmes noires, qu'elles sont agressives. Ça arrive tout le temps. J'ai même un collègue qui me parlait d'une femme trans qui s'est présentée dans un centre et on lui a demandé de mettre une perruque. Vous savez, ça coûte combien les perruques? Vous savez comment c'est chaud aussi. Je veux dire, on ne peut pas demander à tout le monde de faire ça. Puis, un truc, je vais y aller un peu plus dans le graphique, c'est imaginer une personne trans, une femme trans par exemple, qui vit une agression transphobe par son partenaire. Son partenaire lui dit « Ah, puis tu sais, désolé, trigger warning, transphobie, mais tu sais, son partenaire lui dit « Ah, t'es laid, t'es un gars, t'as l'air d'un gars, blablabla, personne t'aime, blablabla, fuck you. » Tu sais, tous ces trucs-là. La personne se rend au centre et se fait accueillir et se fait pretty much dire les mêmes choses par l'intervenante.
c'est comme recréer la violence que cette personne vient de vivre, puis que cette personne essaie justement de ne pas avoir à vivre. Chercher du soutien. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai d'autres points, mais je suis curieuse d'entendre Mireille s'il y a d'autres trucs que tu ferais rajouter par rapport à ça. Sinon, je peux y aller. Mais vas-y. Par rapport à l'intimité et la vie privée, j'essaie le lien que je ferais, c'est, comme tu avais mentionné tout à l'heure, Naja, là, il y a comme un lien direct, je pense, aussi avec le fait de devoir faire un coming out en général. Là. Autant, je pense, pour les personnes non-binaires, les femmes trans ou les personnes transféminines et les femmes cis, mais LGB+, où c'est aussi un frein, le fait de devoir dévoiler ça de soi autant aux personnes qui font l'intervention qu'aux autres personnes qui utilisent les services aussi. Donc, c'est à chaque fois, c'est une façon de se rendre d'autant plus vulnérable. Chez les personnes trans non-binaires, il y a vraiment on parle vraiment, comme tu mentionnais, Naja, le corps, tout ce qui est autour de comment on va juger l'apparence de l'autre. Ça arrive aussi aux femmes qui sont non conformes dans l'expression de genre aussi. Donc, certaines femmes lesbiennes ou certaines femmes, en fait, qui vont juste avoir une expression de genre qu'on considère plus masculine, qui vont se faire traiter différemment aussi parce qu'on va... Et on va leur mettre, en fait, un peu sur le dos... J'essaie d'être clair dans ma pensée, mais on va leur dire que comme elles représentent une certaine forme de masculinité, eh bien, c'est comme si elles étaient un danger pour les autres personnes utilisatrices et elles sont vues comme étant pas nécessairement dangereuses, mais dérangeantes et que donc soit on leur refuse un service ou on leur fait sentir que le service présentement est pas nécessairement adapté à elles. Donc, cette façon-là de décider si une personne est vraiment pas nécessairement apte à recevoir un service, mais si elle entre dans les cadres en fonction de déranger ou non les autres utilisatrices, c'est vraiment un frein énorme à ce que les personnes trans non-binaires et toutes personnes qui sont non conformes dans l'expression de genre ou dans le genre vont avoir. J'ai mal commencé ma phrase, j'ai comme pas le suivi, mais ça fait que c'est difficile d'avoir un service ou autant d'y avoir accès que de vouloir y aller aussi. Parce qu'une première fois, si on reçoit soit un refus, soit qu'on ne se fait pas sentir super bienvenu. Puis après ça, retourner chercher vers un autre service, ça demande 15, 20, 100 fois plus d'énergie et de courage. Ouais, pour ajouter à ça, justement, je suis contente que tu aies amené le point, justement, des femmes lesbiennes, des femmes non conformes dans le genre, des femmes butch, des personnes non-binaires qui s'identifient un peu comme adjacents à ces identités-là. C'est que souvent, dans la manière dont on voit la violence, c'est un peu comme si oh mon Dieu! C'est comme si on pardonne la misogynie et le sexisme que les femmes peuvent reproduire entre elles, parce que 2021, puis je veux dire, je sais pas, je pense que ça fait depuis longtemps, mais on n'a pas besoin d'avoir un homme dans la salle pour que la misogynie et le sexisme se reproduisent. C'est vraiment... je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont utiliser le terme sexisme internalisé ou misogynie internalisée, mais je trouve qu'il faut qu'on soit toutes responsables justement du sexisme qu'on peut reproduire entre nous. Puis de comprendre que la violence, c'est pas juste un truc qui se fait de... Oui, évidemment, c'est surreprésenté que les hommes vont commettre des actes d'agression sexuelle, mais ça efface l'expérience des femmes lesbiennes qui vivent des agressions sexuelles. Ça efface surtout l'expérience des femmes butch et des femmes non conformes dans le genre qui vivent des agressions sexuelles parce qu'on leur dit un peu que leur masculinité ou ce qu'on perçoit comme étant de la masculinité, parce que pour elles, ça peut être pour une femme lesbienne, être butch, ça peut être, c'est pas nécessairement de la masculinité, ça peut aussi être une représentation de sa vision de la féminité. Puis il faut s'ouvrir à ça. Ça efface un peu leur violence parce que
premièrement, on agit comme si ces femmes-là étaient protégées par leur identité ou protégées par leur apparence quand elles sont dans la société ou quand elles sont en public. Alors que ça peut être très dangereux, justement, si quelqu'un, par exemple, décide de, je sais pas, d'évaluer cette personne ou de la scruter en public et décide d'agir de la violence. Puis ça efface aussi la violence qu'elles peuvent vivre dans des relations lesbiennes par d'autres femmes. Puis ça peut être très invalidant, surtout dans un environnement où tout le fardeau est mis sur des hommes et souvent dans les espaces non mixtes sur des hommes qui n'existent même pas dans l'espace. Puis c'est comme si on projette un peu ce rôle sur elles. Puis ça, en fait, moi, je considère ça de la violence. Donc, merci d'avoir rajouté ça, Mireille. Je ne sais pas à quel autre point on pourrait aller. Je pense qu'un point que j'aimerais aborder, c'est comment justement gérer pas gérer, mon Dieu. Comment gérer les situations où des femmes peuvent être sexistes, transphobes ou homophobes, pardon, ou homophobes dans les centres. Dans le fond, dans mes recherches... Oh, pardon, Shakun? Juste avant qu'on passe sur ce point-là, si on pouvait juste, parce que là, on a parlé des freins au niveau surtout intimité, puis, excusez-moi, je suis sûre on a parlé surtout au niveau de l'intimité, en fait, puis bon, la projection, en fait, les biens intériorisés, les biens des intervenants, des personnes qui accueillent, mais il y a également au niveau, je ne sais pas si vous pouvez élaborer un peu plus au niveau même lorsqu'on parle de violence institutionnelle, donc des politiques, par exemple, des organismes, des centres qui accueillent les personnes LGBTQ+, donc voilà, si vous pouviez, notamment, entre autres, bon, il y a justement... il y a des questions qui rentrent un peu plus en avance, mais entre autres, Maxime Fadul, en fait, qui l'a très bien soulevé, là, la position abolitionniste, par exemple, des Calax, qui va être un frein énorme, en fait, pour les personnes, pour les femmes trans, entre autres, qui vont être se représenter également lorsqu'on parle des travailleuses du sexe, puis également lorsqu'on parle de violences sexuelles vécues. Donc, c'est ce genre de violence, au final, qui deviennent institutionnelles. Donc, ça dépend même plus, au final, de la personne qui accueille, mais c'est vraiment l'organisme, le centre en tant que tel. Si vous voulez un peu élaborer là-dessus également. Oui, est-ce que tu veux commencer? Oui, parfait. Justement, je trouvais que c'était un parallèle intéressant avec ce que Nadja avait dit. Déjà, comment on se représente la violence. Et ça, ça peut être personnel, mais c'est aussi institutionnel parce que la façon dont on fait de la promotion contre la violence, la façon dont on fait l'éducation en lien avec les violences sexuelles, c'est vraiment dans cette image de l'homme cis hétéro qui est acteur de violence et très souvent la femme cis blanche qui est victime de cette violence-là et qui crée en fait collectivement une image de qu'est-ce que c'est la violence sexuelle, qu'est-ce que c'est aussi un peu... en fait, ça hiérarchise aussi un peu les types de violences, qu'elles soient dans des... peu importe quel type de relation, qui est auteur et qui la reçoit. Mais il y a vraiment juste cette façon dont on institutionnalise la violence, dont on crée des services pour aider aussi seulement les femmes ensemble, seulement les hommes ensemble, alors qu'il déjà, il y a très, très peu de services pour les hommes qui vivent des violences sexuelles. La façon dont on en parle, la façon dont on finance nos organismes aussi, ça fait partie d'un type de violence institutionnelle. Et ce que tu mentionnais, en fait, puis je vais juste en parler un petit peu, puis laisser peut-être Nadja en parler un petit peu davantage, mais par exemple, la position des Calax aussi sur... oui, le travail du sexe, mais c'est pas seulement les Calax, en fait, là, c'est tout regroupement qui peut offrir une certaine aide.
en fait, je pense que c'est vraiment un exemple flagrant de souhaiter offrir un service et de peut-être ne pas, pas nécessairement pas prendre en compte, mais qu'au moment où ça a été fait, on n'a pas nécessairement réfléchi aux minorités, en fait, clairement, ou aux personnes qui étaient opprimées par ce type de règlement-là ou de façon de j'essaie de trouver des bons mots parce qu'on sait concrètement sur le terrain que ce n'est pas toutes les personnes qui interviennent dans les CADAX qui ont une approche abolitionniste, par exemple. Et pour mettre en contexte, on parle en fait, quand on parle d'abolitionnisme, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une position qui mentionne que le travail du sexe, en fait, est nécessairement une relation d'oppression et où ce n'est donc chaque personne qui est dans le système de travail du sexe est nécessairement une victime. Et ça fait que les interventions en lien avec le travail du sexe sont généralement oppressives et peuvent être problématiques. Mais donc, c'est pas nécessairement toutes les personnes intervenantes qui ont une approche abolitionniste ou qui sont abolitionnistes dans leur féminisme. Par contre, le fait que le regroupement et que les CADAX en plus, c'est pas le fait que c'est nécessairement intégré, c'est que c'est le fait que c'est publicisé. Donc, on le sait que les CADAX ont ou prônent une approche abolitionniste. C'est vraiment non seulement un frein pour aller utiliser les services pour les personnes trans non-binaires qui sont surreprésentées dans les communautés de travailleurs du sexe, ou de travail du sexe, je veux dire, mais pour toutes les personnes qui sont sensibles aussi. Donc, toutes les personnes qui qui peuvent être anti-abolitionnistes ou, je n'ai même pas le bon terme, tellement j'en parle pas souvent, mais que je parle davantage d'abolitionnisme, mais donc ça crée vraiment un certain frein au type d'intervention qu'on souhaite recevoir, puis à l'ouverture qu'on voit aussi face aux institutions. Et là, je me tais, puis je te laisse continuer, Nadja. Ouais, je ris pas parce que c'est drôle, je ris juste parce que comment expliquer? Ben, en tant que travailleurs, travailleuses, on est toutes exploitées dans nos domaines. Puis je pense qu'on le doit aux travailleuses du sexe d'être en solidarité parce que, allô, genre, je veux dire, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui font du travail énorme dans le domaine communautaire qui ne se font pas payer plus que 15 $ de l'heure. Je veux dire, si ce n'est pas de l'exploitation, littéralement, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, un peu projeter cette image des travailleuses du sexe comme étant les seules femmes exploitées et tout ça. Puis, en plus de ça, appuyer la criminalisation de leur travail, ça les met juste plus en danger. Parce que les services communautaires ne vont pas plus engager des personnes trans. Les compagnies, en général, je veux dire, en ce moment, déjà, on voit comment c'est difficile de trouver une job pour n'importe qui. Je veux dire, on est dans une crise économique sans précédent, mais pas sans précédent, là, pardon. On est dans une crise économique qui est une conséquence logique de notre histoire. Pardon, ça c'est mieux. Et puis, je veux dire, ça met juste les femmes travailleuses du sexe, les personnes travailleuses du sexe plus en danger si justement leur travail est criminalisé. Parce qu'en cas d'agression, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a aucune protection. Puis, je veux dire, pour moi, c'est un peu... Pour moi, la position abolitionniste et anti-travail du sexe, c'est justement quelque chose qui facilite la violence sexuelle que ces femmes-là vivent. Justement, il y a quelque chose dans mes notes que je voulais amener par rapport à ça, c'est que... où est-ce que je suis ça? Ouais, c'est comme... Ouais. Beaucoup d'abuseurs savent exactement quelles femmes ils doivent target, ils doivent viser pour justement, parce qu'ils savent que s'ils exercent la violence envers ces femmes-là, elles n'auront pas de recours, elles vont se faire traiter de putes, elles vont se faire traiter d'hommes, vous comprenez, je veux dire, on essaie vraiment on dirait qu'avec ces positions abolitionnistes, on essaie de faire un portrait de qui est la victime parfaite plutôt que qui est l'agresseur. Et en tout cas, je pense que je vois le temps passer, donc je vais arrêter là pour ce point. Mais bon. C'était très bien dit, en fait.
c'était très bien dit. Ça revient à tenter c'est ça, d'établir un portrait de la victime parfaite, un peu comme ce que tu disais également, Mireille, tout à l'heure, qui a été, comme, tu sais, limite, si le scénario, c'est pas j'ai été agressée dans une ruelle sombre par quelqu'un que j'ai pas trop vu, qui était, tu sais, donc, si c'est pas ce scénario-là que j'avais une jupe aux genoux, limite là, les genoux, peut-être ça c'est pas assez long, je sais pas. Mais bon, disons que les genoux, c'est assez long, donc aux genoux, aux chevilles, mais tu as quelqu'un d'autre qui va dire que les chevilles, c'est bon, bref. Donc, tu sais, la si c'est pas cette victime-là, ben en fait, t'as pas accès au service, puis d'avoir des politiques, effectivement, d'avoir des organisations qui ont des politiques explicites, en fait, qui vont aller à l'encontre de comment des personnes survivent, aussi simple que ça, parce qu'en plus, comme Naja l'a dit, dans le contexte qu'on est, mais même sans le contexte de pandémie et de crise, on est quand même dans des situations, dans des contextes où on est dans un monde capitaliste. Donc, si tu n'es pas en haut de la pyramide sociale, comme ça a été désigné, ben, tu es en mode survie. Donc, on va aller pénaliser des personnes qui survivent et leur refuser l'accès de services, ben, c'est effectivement un frein énorme. Donc, lorsqu'on parle de adaptons nos pratiques, c'est à réfléchir les positions également. Petit message à nos merveilleux hôtes d'aujourd'hui. Pour continuer, en fait, si vous voulez continuer là, c'est vrai qu'on s'étend, en même temps, c'est le gros de la conversation. Quoi, on pourrait également passer plus aux réflexions pour les meilleures pratiques, mais je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez. Non, je vous vois approuver. Passons sur les réflexions. Donc, bon, c'est ça, on a fait le tour un peu des freins, des enjeux. Donc, lorsqu'on parle déjà de meilleures pratiques pour offrir des services aux personnes LGBTQ+, déjà, le premier point, en fait, qu'on avait, lorsqu'on discutait, qu'on avait ciblé, c'était vraiment de centrer les interventions, en fait, autour des personnes, des survivants, des survivantes. Donc, en disant ça, je vais vous laisser maintenant élaborer puis continuer là-dessus, puis sur ce que vous voulez également rajouter. Oui, je vais te laisser commencer, Naja. Ah, non, j'allais te laisser commencer cette fois-là. Non, oui, j'y vais. OK, parfait. Ce que je dirais d'emblée, quand on parle de centrer, pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est en fait, il y a deux premières choses qui me viennent en tête. En premier lieu, c'est vraiment d'impliquer les personnes LGBTQ+, et racisées directement dans tous les processus d'adaptation de nos services. Parce que sans les personnes concernées, on peut faire des efforts et ces efforts-là ne sont pas nécessairement ceux qui vont répondre aux besoins. Et on sait que ça demande des efforts, que ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande aussi beaucoup d'introspection qui prend de l'énergie parce que c'est pas nécessairement facile de reconnaître que nos façons d'intervenir ou que notre façon de penser, elle peut amener d'une certaine façon du temps à quelqu'un. Et donc ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et déjà, de se laisser le temps, c'est important, mais je pense que c'est toujours primordial d'impliquer donc les personnes qui sont concernées dès le début. Donc, il y a un Carax qui nous a rejoint récemment pour savoir, ce serait quoi les premières étapes? Les premières étapes, c'est de s'entourer des personnes qui vivent les problématiques et le plus possible et ça, si je peux faire un parallèle avec ce que toi, tu voulais mentionner aussi, Naja, je sais, c'est de rémunérer ces personnes-là ou de vraiment reconnaître le travail émotionnel et le travail professionnel que ça demande de participer à ce type de réforme, en fait, d'adaptation. Puis je te laisse continuer là-dessus, Naja. Ouais, donc j'hésitais un peu à si j'allais dans l'institutionnel ou si j'allais dans l'intervention pour mes trucs qui sont plus
mes solutions, tu sais, comme matériel. Je pense que je vais aller avec un truc qui est très important pour moi, qui m'aide beaucoup dans mon travail, c'est les scripts. Puis dans le fond, c'est d'un peu prendre le temps, soit avec soi-même ou avec ses collègues ou en faisant de la recherche, d'avoir des scripts en tête pour être sûr qu'on est capable d'intervenir dans des situations qu'on peut trouver stressantes ou qu'on essaie d'un peu faire la part des choses, ce qui arrive beaucoup quand il y a des conflits à l'intérieur d'un centre ou d'un refuge ou d'un organisme entre les usagers et usagères. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé quelques scripts que je trouve intéressants, surtout quand c'est par rapport à qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à quelqu'un d'autre à cause de son genre ou de sa sexualité. Puis donc, donnez-moi quelques secondes, puis je vais trouver le script. Il est en anglais, mais je vais le traduire pendant que je parle. C'est ça qui arrive quand on prend trop de notes, là. Ah, voilà. Donc, dans une situation où justement quelqu'un se sent mal à l'aise par rapport à quelqu'un d'autre à cause de des raisons basées sur des stéréotypes ou arbitraires, on peut dire c'est important pour nous que tu te concentres sur toi-même. Nous sommes dans un espace inclusif. On supporte toutes les femmes qui viennent ici. C'est important que tout le monde se focus sur il et elle-même et ne s'inquiète pas de ce que les autres font. C'est un endroit pour toutes les femmes qui ont besoin de sécurité et tout le monde a le droit d'être ici. Quand tu rentres ici, tu acceptes de traiter tout le monde avec du respect et ça fait partie de nos services de traiter tout le monde avec de la gentillesse et du respect. Par exemple, ça peut être un script qu'on pratique justement pour pas nécessairement avoir à rendre toutes nos interventions une leçon de vie parce qu'évidemment, j'essaie de prendre en considération qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces espaces-là. Mais ça, c'est juste un exemple de script qu'on peut écrire, par exemple. D'autres trucs qui sont plus comme supporter le support, la gentillesse, l'empathie, la compassion. Moi, je vois ça comme des pratiques. Je vois pas ça comme des trucs qui ont rapport avec le ton de voix, avec le pitch, avec la manière dont on parle à quelqu'un de manière douce. Pour moi, ça, c'est pas de la gentillesse, c'est de la compassion. Ça, c'est du théâtre. Je pense que pratiquer la compassion pour les personnes trans, c'est avant de dire à quelqu'un, ouais, on supporte tout le monde ici, c'est d'avoir des ressources qui sont adaptées à ces personnes-là. Par exemple, un placard avec du gender gear, avec des compresseurs de poitrine, par exemple, pour certaines personnes non-binaires ou transmasculines qui pourraient avoir besoin de ça, des gaffes. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est comme des culottes pour les femmes trans spécifiquement. Avoir tout ça, tu sais, avec évidemment, bien sûr, tout ce qui a trait à l'hygiène menstruelle, tout ça, le rasage, blablabla. Avoir ces choses-là pour ensuite être capable de dire à quelqu'un sans nécessairement avoir à les outer. D'avoir ces trucs-là plutôt que de dire à quelqu'un, on te supporte, mais on est connecté à aucun organisme trans de manière conviviale. On n'a pas des bonnes relations avec eux. On n'a pas du gender gear. On n'a pas de rasoir. On n'a pas de tampon. On n'a rien. C'est de dire ça, de dire qu'on supporte quelqu'un, mais d'avoir aucun de ces trucs-là, c'est pas nécessairement du support. Puis ça peut aussi aider les gens justement à apprendre des trucs qu'ils ont besoin ou même d'avoir un espace d'exploration sans que ça soit genre un spectacle ou comme un big deal. Puis je pense que c'est important justement que les refuges et les centres s'équipent de ces choses-là parce que ça, c'est une manière de montrer aux gens comme check, on va pas te poser trop on va pas te poser trop de questions qui ont rapport à toi personnellement puis ton physique et tout ça, mais on a ça qui est offert parce que comme ça, on est capable d'offrir un service où on n'a pas nécessairement à avoir un script pour genre littéralement chaque identité qui rentre. Parce que ça devient un peu comme robotique plutôt que juste comme
En tout cas, avoir des services adaptés, c'est pas juste une mentalité ou c'est pas juste être nice. C'est littéralement s'équiper par rapport. Mireille, tu veux rajouter quelque chose? Parce que je ne sais pas quand on commence la période de questions. Donc, Exact, c'est ça. En fait, je vais vous arrêter là. Je vais vous laisser faire un dernier mot avant qu'on passe à la période de questions. Ne vous inquiétez pas. En fait, je viens de réaliser le temps. J'avais l'impression qu'on avait un autre 30 minutes, mais j'ai été rattrapée. En fait, c'est juste un petit rappel. On va passer à la période de questions. Donc, je vais vous laisser faire un dernier commentaire avant de prendre des questions. Juste pour les personnes qui veulent poser des questions, en fait, il y a une section Q&A. Donc, d'écrire la question dans la section Q&A. Et puis, dans le chat, il y a une information par rapport à si vous voulez poser la question avec votre micro ou votre caméra allumée. Il faudrait envoyer un message. Il y a quelqu'un qui son nom apparaît, c'est texte sur l'écran, c'est le nom de la personne. Donc, il faudrait envoyer un message à cette personne pour qu'il puisse configurer pour que vous ayez la possibilité d'ouvrir votre caméra et micro pour poser la question. Sinon, de mettre votre question dans la section Q&A. Désolée pour cette fin abrupte, en fait, dans nos échanges. Je vais vous laisser, en fait, faire un dernier, comme chacune, là, faire un dernier mot, peut-être il est 40 en ce moment, comme un 5 minutes pour vous deux, donc 2 minutes et demie chaque. Puis ensuite, on va commencer à prendre des questions, puis ça va aussi laisser temps aux questions de rentrer. Parfait. Ben, en fait, ça va faire du pouce exactement ce que tu disais, Nadja. Tu disais, il faut s'équiper, puis je pense que ça peut terminer de mon côté là-dessus. Puis je pense que s'équiper, c'est aussi s'équiper d'outils, c'est s'équiper d'une bonne équipe, mais c'est s'équiper de formation aussi. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça implique d'adapter nos services, de le faire avec des bonnes personnes, de créer des collaborations avec des organismes trans, des organismes lesbiennes, des organismes LGBTQ+, en général, des organismes pour personnes racisées aussi. Donc, de vraiment créer ces liens-là pour assurer une meilleure collaboration. Et cette collaboration-là, elle est vraiment vitale. Je ne sais pas le bon mot, mais elle est vraiment essentielle, en fait, parce que c'est ces organismes-là qui connaissent d'autant plus les personnes qu'elles desservent, mais aussi qui peuvent faire des ponts, vous soutenir dans cet apprentissage-là et que vous soyez aujourd'hui ici comme gestionnaire d'un endroit qui donne qui dessert en violence sexuelle ou que vous soyez une personne tout seule qui vient chercher de l'information, bien, commencez par faire une liste des organismes LGBTQ+, dans votre région où vous pouvez recevoir de la formation. Vous pouvez demander de la formation, par exemple, pour déjà commencer à vous informer sur c'est quoi la base et qu'est-ce que je dois savoir pour déjà offrir un bon accueil, quel type d'intervention fonctionne mieux, puis quand, par exemple, l'approche anti-oppressive. Donc, de vraiment lisez, informez-vous et faites-vous former aussi. Puis, offrez la formation à vos équipes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux gens aussi de se sentir outillés. Donc, aux personnes qui font le travail, de se sentir aussi en sécurité en lien avec toutes les informations qu'on vous a données. Là. Donc, de se sentir sécure, pas en sécurité, mais sécure dans vos interventions qui vous permettent de faire un meilleur travail aussi de votre côté. Voilà. Ouais, pour mes mots de la fin, je vais juste rappeler à tout le monde, premièrement, personne n'est une exception aux violences systémiques et à l'oppression. On les perpétue tous seulement juste par, comme je disais, pas besoin d'un homme dans la pièce pour qu'il y ait du sexisme ou de la misogynie, mais imaginez quand il y a du monde dans la pièce, qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut constamment ajuster nos attitudes par rapport à qui est en face de nous, par rapport à l'historique du traitement des personnes qui sont autour de nous, c'est très important. Puis j'aimerais dire aux intervenantes puis aux travailleurs, travailleuses de vraiment être solidaires entre vous, puis pas seulement entre vous dans vos organismes, mais avec d'autres organismes,
Parce qu'en ce moment, la manière qu'on se fait traiter dans le milieu communautaire, là, on a vraiment besoin de conventions collectives. On a vraiment besoin d'être unis parce que vraiment, les conditions de travail sont exécrables. Puis, c'est pas acceptable les montants qu'on se fait payer. Donc, s'il vous plaît, plutôt que de prioriser des structures instables et des structures désuètes, on doit prioriser nos usagers et nos conditions de travail. Puis j'aimerais dire, s'il y a des personnes trans qui sont aussi intervenantes, qui écoutent, arrêtez, pas arrêtez, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde qui vont venir vous voir et vous dire, « Ah, j'ai une opportunité à vous offrir. » Mais je veux juste vous rappeler que vous êtes l'opportunité, puis que le monde doit vous donner des offres, pas des opportunités. Parce que vous êtes les opportunités, vous avez le savoir à l'intérieur de vous inné d'être capable de justement apporter ce genre de changement systémique. Donc, ouais, c'est mon message de la fin. Un magnifique message de la fin. Puis, en fait, juste pour ajouter, je sais que tu l'as dit, je vais aussi me prendre un petit message de la fin, c'est pas grave. Mais tu l'as dit, Mireille, mais je vais juste le redire parce que c'est vraiment important. Je trouve c'est beau, les formations, vous pouvez faire autant de formations que vous voulez, mais à un moment, il faut engager des personnes qui appartiennent aux communautés que vous voulez desservir parce que vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, vous ne comprendrez, je prends mon exemple de moi-même, vous ne comprendrez jamais l'expérience noire, l'expérience queer, vous ne la comprendrez jamais. Donc, donnez-moi quelqu'un qui va être aussi une autre personne noire et queer devant moi et on va parler, tout simplement. Donc, mais je ne dis pas de ne pas faire de formation. C'est important de faire des formations, mais à un moment, c'est aussi important de savoir d'accepter ses limites et de reconnaître ses capacités. Bon, il y a jusqu'à un certain point, je ne peux pas, j'ai besoin d'avoir des personnes, des communautés qu'on cherche à desservir et c'est tout. Puis, c'est le point qu'il faut vraiment qu'il commence à se rentrer parce que formation sur formation, on veut aussi des personnes qui appartiennent aux communautés.